Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur Pluton en Verseau et la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons voir qu'après cette France que nous avons décrite comme en crise financière, crise agricole, avec des lumières qui rêvent au monde d'après, le peuple nourrit l'espoir et va prendre son envol enfin. Effectivement, le roi décide en 1789 de convoquer les États généraux. Alors les États généraux, qu'est-ce que c'est ? Ce sont la réunion des députés des trois ordres, noblesse, clergé et tiers-État. Le tiers-État, on le rappelle, ça représente les artisans, les commerçants, mais aussi les médecins et les avocats. Et parmi les députés des États généraux du tiers-État, nous avons plus de 200 avocats à l'œuvre qui vont rédiger de très beaux textes. Et cette convocation des États généraux nourrit beaucoup d'espoir, puisque les États généraux sont censés proposer des réformes au roi et voter l'impôt. Donc on commence parmi les députés du tiers-État à se réunir dans des clubs, dans des cafés, à Paris, à Versailles, pour essayer d'imaginer les réformes que l'on va proposer au roi. On décide de lui proposer l'égalité devant les impôts, on décide de lui proposer le fait qu'une assemblée élue propose les lois seule, car à l'époque c'est l'absolutisme, c'est le roi qui décide des lois. Et on décide, soyons fous, l'abolition des privilèges. Donc ce peuple du tiers-État nourrit beaucoup d'espoir avant l'ouverture des États généraux. 3 jours avant, le roi convoque tous les ordres, la noblesse, le clergé, le tiers-État, pour essayer de prendre le pouls de ce qui va se passer après. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les députés du tiers-État patientent très longtemps, 3 heures, pour n'être reçus qu'avec dédain par le roi, puisque au bout de 3 longues heures, les députés du tiers-État massés dans leur petite salle ne voient que le roi venir vers eux et le regarder avec un air dédaigneux en disant « Bonjour bonhomme » et se retirer aussi sec. Ça laisse imaginer ce qui va se passer 3 jours après. 3 jours après, le 5 mai 1789, s'ouvrent les États généraux. Les députés des tiers-États sont massés au fond de la salle, entendent à peine ces discours longs et pompeux du roi, de ses ministres. Necker, pourtant aimé du peuple, fait un discours sur l'état financier de la France, long et inaudible. Et finalement, le roi ne convoque les États généraux à ce moment-là que pour leur faire voter de nouveaux impôts. Et à la question « Que fera-t-on pour le peuple qui a faim ?», le roi ne dit rien. À la question « Va-t-on faire une nouvelle constitution ?», le roi ne répond rien. Donc les députés du tiers-État sortent de ces États généraux complètement frustrés et anéantis par rapport à tous les espoirs qu'ils avaient nourris. Donc déçus et frustrés, les députés du tiers-État décident de prendre leur envol. Et le 17 juin 1789, ils prennent le nom d'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils se détachent totalement du joug du roi et ils décident de se proclamer eux-mêmes Assemblée du peuple, sans être reliés au roi. C'est un acte héroïque puisque chacun d'eux risque la prison à tout moment. Pendant ce temps, le roi est endeuillé car il a perdu son plus grand fils 15 jours plus tôt. Que va-t-il faire ? Eh bien, le 23 juin 1789, il convoque une séance royale à laquelle tous les députés de l'Assemblée nationale, nouvellement constituée, sont convoqués. Et là, il accepte d'octroyer certaines réformes comme la liberté de la presse, l'égalité devant l'impôt et la disparition du servage. Ces réformes auraient pu être bien accueillies 1 an plus tôt, mais elles arrivaient bien trop tard. Et les attentes des députés avaient grandi entre-temps. Et on voit que là, le timing n'est pas correct et ne correspond plus à l'idée du moment. Donc, le roi a l'impression d'octroyer beaucoup. Les députés n'ont pas l'impression d'obtenir énormément.
Et le roi, à la fin de cette séance, ordonne à ses députés de l'Assemblée nationale de se séparer et de redevenir des députés comme avant. Les députés du tiers-état se regardent médusés, ne sachant que dire, et le marquis, qui était responsable de l'ordonnancement de ce lieu, reprend l'ordre du roi et ordonne à tous les députés de se séparer. Et là, nous avons une âme courageuse, le président Bailly, qui lui répond « Il me semble que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. » Mirabeau, encore plus courageux, renchérit « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » L'épreuve de force est lancée, est engagée, l'Assemblée nationale prend le nom de constituante et nomme un comité pour rédiger une constitution. Pendant ce temps, le bruit court que des soldats entourent Paris. Le ministre Necker vient d'être renvoyé par le roi, alors qu'il était pourtant aimé du peuple, car il était considéré comme le seul capable de juguler la hausse du prix du pain qui atteint son pic au 14 juillet 1789. Justement, à cette date-là, avec ces soldats qui sont dans Paris et qui entourent Paris, le peuple cherche à se protéger. Donc tout le monde se dirige vers les armuriers, aux invalides, pour piller des armes, de la poudre. On pille également les greniers à pain dans les couvents pour manger tout simplement. Et tout ce peuple qui cherche à se défendre se met à se diriger vers la Bastille. Pourquoi ? Parce que la rumeur court que le roi veut encercler Paris, l'affamer pour mieux le massacrer, comme à la Saint-Barthélemy. Donc tout le monde se dirige à la Bastille, et il y a comme un mouvement de foule, et on cherche à voir le gouverneur de Launay pour qu'il nous fasse entrer dans la Bastille. Il laisse entrer tout le monde de gaieté de cœur, il est très disposé, il propose même à manger à quelques-uns. Et là, les choses dégénèrent, une personne est tuée, le gouverneur de Launay est prisonnier, il est emmené. Quelqu'un dit que le gouverneur de Launay a donné un coup de poing, il est décapité, sa tête est mise au bout d'une pique et on commence à le trimballer gaiement à travers Paris. Les choses s'accélèrent. Un rien est une étincelle pour faire exploser tout ça. Et on le voit que cet enchaînement des événements est comme une traînée de poudre et chaque événement est une étincelle. C'est comme si le destin était en marche et que les micro-événements qui arrivent sur ce chemin ne sont que des étincelles pour engranger ce grand feu qui est à l'œuvre. Le 15 juillet, le roi recule et annonce le retrait des soldats. Le 16 juillet, il annonce reprendre Necker à son service pour calmer les émeutiers. Une partie de la cour commence à fuir à l'étranger. Et là, la légalisation de l'idéal de liberté est en marche, puisque le 4 août 1789, l'Assemblée nationale, qui est libérée du joug du roi, supprime tous les privilèges. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée notamment par Mirabeau, l'abbé Sieyès et Lafayette, avec son article 1 bien connu. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte est encore en vigueur aujourd'hui. En 1791, l'Assemblée nationale vote une constitution qui sera supérieure aux lois. Louis XVI est toujours roi, mais il doit respecter la Constitution. Le peuple semble libéré, semble avoir une constitution, mais a toujours faim. Et pendant les journées d'octobre qui vont suivre, ce sont un nouvel acteur de ce peuple qui va se révéler, les femmes. Les femmes qui doivent nourrir leurs enfants vont sortir de toutes parts et se mettre à marcher vers Versailles pour aller chercher à manger, pour aller chercher du pain. Il pleut des cordes, elles sont trempées jusqu'aux os et 7000 femmes sont en procession
de l'hôtel de ville jusqu'à Versailles pour réclamer du pain. Là, la foule massée devant le palais de Versailles hurle « Le roi à Paris !» Ils veulent la présence du boulanger, de la boulangère et du petit mitron pour s'assurer l'abondance du pain avec un pain à un prix raisonnable. Le roi apparaît au balcon et semble disposé à accueillir cette demande. Il annonce « Mes amis, j'irai à Paris avec ma femme et mes enfants. C'est à l'amour de mes bons et fidèles sujets que je confie ce que j'ai de plus précieux. » La foule est enthousiaste, crie « Vive le roi !» et un cortège se dirige vers Paris avec la garde nationale et ses piques avec du pain au bout des piques. Les gardes ont leur miche de pain au bout des baïonnettes. Louis XVI s'installe aux Tuileries avec sa famille. Il est désormais prisonnier des Parisiens et les jours de la monarchie sont désormais comptés. La révolution est en marche, le peuple s'est soulevé, a écrit lui-même ses droits. Il s'est en quelque sorte détaché du roi et il a pris son envol. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour la suite de ces aventures révolutionnaires.